Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Stress hydrique au Maroc. La situation est critique. Le Maroc se dirige vers une 6e année de sécheresse. Sur les 2 dernières années, la température dans le royaume a augmenté de 2 degrés, sans oublier que 2023 a été l'année la plus chaude dans le monde. Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place un programme ambitieux. On érige des barrages, on les interconnecte, on crée des stations de dessalement d'eau et on recycle l'eau. Stress hydrique, un défi pressant pour le Maroc, c'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Monsieur Younes Abdi, vous êtes chef de gestion de l'eau à la Direction générale de l'hydraulique au ministère de l'Équipement et de l'eau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également sur le plateau, Monsieur Hassan Amrani, vous êtes consultant en irrigation et gestion des ressources. Vous êtes également fondateur du think tank Thinkwater et vous êtes également co-auteur du livre blanc sur les ressources en eau au Maroc. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Avec nous également Madame Houriet Zissader, vous êtes avocate, experte en droit de l'eau, présidente à la Coalition marocaine pour l'eau, gouverneure au Conseil mondial de l'eau et auteur du livre du droit de l'eau au Maroc et ailleurs. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir également. Donc on commence par le constat, donc une situation critique. Monsieur Abdi, quel est l'état des lieux aujourd'hui ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Alors, comme vous le savez, la situation hydrique au Maroc, elle est très tendue et critique. Donc la situation au niveau de la plupart des bassins, elle est déficitaire et il y a des chiffres à l'appui. Donc je cite depuis le 1er septembre de l'année en cours, parce que c'est le 1er septembre là où on commence au Maroc l'année hydrologique. Donc les précipitations ont varié entre 120 mm et 1,3 mm à l'échelle de le royaume, avec un moyen global de l'ordre de 28 mm. Ce qui dit un déficit pluviométrique de l'ordre de 66% par rapport à la moyenne annuelle. Donc, cela se répercute négativement sur les apports enregistrés au niveau des barrages de la royaume. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a enregistré à peu près 564 millions de mètres cubes au niveau de nos barrages. Ces apports sont déficitaires à l'ordre de 82% par rapport à la moyenne. C'est vraiment un chiffre alarmant. Et cette situation a affecté négativement les stocks de nos barrages qui jouent un rôle primordial au niveau de l'alimentation, que ce soit alimentation en eau potable ou à l'irrigation. Donc, aujourd'hui, les réserves disponibles au niveau de nos barrages sont de l'ordre de 3,7 milliards de mètres cubes sur une capacité de stockage de 16 milliards. Donc, vraiment un gap énorme, soit un taux de remplissage de l'ordre de 23,2% contre 31% l'année dernière. Une capacité donc de stockage arrivée à un seuil critique. La sonnette d'alarme a été tirée notamment par le ministre de l'Équipement et de l'eau, M. Hassan Amrani. Quelle est l'ampleur de la crise que traverse aujourd'hui le Maroc ? Comme l'a dit, le fait que monsieur le ministre ait à différentes occasions et à différents lieux évoquer la crise, ça veut dire qu'elle est importante. Il a donné des chiffres à l'appui. Donc nous nous réjouissons que le gouvernement prenne les choses en main et déclare un petit peu la situation étant comme critique. Et c'est ce ministère qui a les chiffres, et M. Abdi vient de citer quelques-uns. Effectivement, la situation est alarmante depuis 5 ans.
si on voit le court terme. Mais au fait, la situation a commencé à changer déjà depuis les années 80. Puisque quand on voit un petit peu sur une longue période historique, depuis les années 40 jusqu'à maintenant, déjà au niveau de l'année 1980, il y a eu un décrochement très important dans les précipitations et dans les apports, qui est assez important. Enfin, dans les apports, les écoulements dans les rivières ont chuté, si on compare les moyennes d'avant 80 et d'après 80, on a déjà une chute donc, de 33%, enfin, qui est identifiée. Ces 5 dernières années, ou 6 dernières années, c'est encore pire. Enfin, donc il y a eu encore un deuxième décrochement, enfin, qui est là-bas, espérant que les choses vont se relever. Actuellement, effectivement, c'est une crise assez difficile. Je pense que, que les mesures ont commencé à être prises pour gérer la crise, mais il ne faut pas se limiter à la gestion de la crise. Il faut profiter de la crise pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut changer à long terme pour pouvoir s'adapter à cette situation qui devient maintenant structurelle. Et justement, on va parler de ce qu'on peut faire sur ce plateau tout à l'heure. Madame Houriet Aziz-Sadiq, donc à la baisse des précipitations s'ajoute la montée du thermomètre et donc la montée des températures. Est-ce qu'on a une idée de l'impact des températures sur l'évaporation de ces eaux de surface ? Alors, tout à l'heure, quand on s'est présenté, avant que cette émission ne devienne publique, je vous avais dit que j'étais modestement experte juridique et institutionnelle. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Nous sommes, disons, contraints de partir des chiffres énoncés par l'administration qui les maîtrise. Mais nous savons que nous avons aussi un besoin en données pour réellement mesurer ce que nous devons faire et ce qui reste à faire, mais aussi ce qui a été fait, parce que ce qui a été fait est très important. Ça, c'est une première chose. Et on ne parle même plus de la gestion de crise aujourd'hui. On parle de la gestion de la pénurie, parce que nous sommes en situation de pénurie. Est-ce que c'est nouveau? À des degrés différents, non. Parce que notre pays a toujours été décrit par les géographes comme un pays aride, semi-aride, avec des régions où il ne pleut pratiquement pas, avec des bassins hydrographiques. Il y en a 3 qui détiennent les 2/3 de la ressource en eau du pays. Donc tout cela est connu. Et les alertes ont été lancés depuis très longtemps. Moi, j'ai rejoint ceux qui ont travaillé sur la question de l'eau bien avant moi. Et dès que j'ai rejoint ce milieu, il y a une trentaine d'années, je me souviens, nous disions toujours « attention, il faut faire ceci, cela ». Et je voudrais rappeler particulièrement une période, c'est la période de l'alternance, où il y a eu un changement de paradigme en termes de projets et de comment renforcer les disponibilités en eau. Et la question de l'économie avait été mise en exergue, ainsi que celle de l'assainissement. Parce qu'une eau salie et déversée est une perte d'eau et c'est une atteinte à l'environnement. Donc, si vous voulez, la nouveauté, malheureusement pour nous, c'est que nous vivons pour une énième fois, c'est pas la première fois qu'il y a des sécheresses, une sécheresse qui a duré 5 ans. J'espère que cette année, nous aurons de la pluie. La nuit, il a bien plu aujourd'hui. Soyons optimistes. Et alors, c'est pour cela que moi, si vous voulez, il faut qu'on parle de ce qui se fait. C'est très important ce qui se fait en ce moment au Maroc. Et on ne peut que saluer les interventions de Sa Majesté et la cohérence de ce qui a été fait. Parce que ce qui va nous sauver, mine de rien, c'est qu'on a pris de l'avance en ce qui concerne les énergies renouvelables et que grâce aux énergies renouvelables, nous allons diminuer les prix et le coût des travaux de dessalement. J'ai été à la COP28, Hassan y était aussi, j'ai entendu
que j'ai écouté attentivement une annonce disant que la station de Casablanca, de dessalement, serait entièrement pourvue d'énergie renouvelable, ce qui va véritablement diminuer le prix. Mais la chose, moi, qui m'interpelle toujours, depuis toujours, c'est qu'il faut qu'on commence à parler aussi des impacts de cette pénurie d'eau, parce qu'en fait, il y a la disponibilité à pourvoir, mais il y a aussi les impacts à prévenir. Et les impacts ne sont pas que environnementaux. J'ai reçu hier un document, je suis sûre que Sdi Hassan l'a reçu aussi, de la Banque mondiale, qui a fait un résumé à travers 9 graphiques. Et ces 9 graphiques ont 9 titres. Et je crois que ce sont des titres à prendre en considération quand on réfléchit sur la question de l'eau. Il y a la pauvreté, parce que malheureusement, je prends l'exemple des oasis, sans eau, c'est toute une économie qui peut disparaître et qui donne comme conséquence et impact la pauvreté. La dette, nos perspectives économiques et nationales et mondiales, les industriels, le milieu économique a besoin d'eau, d'efficacité hydrique. La croissance en termes de perte de vitesse est plausible. Et puis, il faut véritablement faire le lien avec le climat, ça c'est très important. Et je voudrais que vous me laissiez le temps de dire 2 mots sur ça tout à l'heure. Les questions des femmes, moi je tiens à le dire aussi, parce que ce sont les plus impactées quand il y a des problèmes de manque d'eau. Et puis, tout ce qui est en lien avec ce qu'on appelle les objectifs du développement durable auxquels le Maroc adhère. Et, on reviendra sur tous ces éléments tout à l'heure. On reviendra sur tous ces éléments et vous avez raison. L'impact est important et touche plusieurs secteurs. À la COP, une annonce a été faite, c'est que le GIEC, dans son dernier rapport, dit que, bon maintenant il faut vérifier tout cela, jusqu'à quel point, avec quelle nuance, que les modèles qui ont été utilisés jusqu'à présent ne sont plus peut-être possibles de les utiliser, parce que nous savons qu'il va y avoir des impacts, mais nous ne savons ni quand, ni comment. Des modèles qui doivent donc s'adapter à la situation actuelle. Je reviens vers vous, Monsieur Hassan Lamrani, sur cette baisse des précipitations qui s'ajoute, comme je le disais tout à l'heure, au problème de la montée du thermomètre. Nizar Baraka, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, donc, a alerté sur cette hausse des températures qui a un effet direct sur les niveaux des barrages. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de ces températures sur l'évaporation de ces eaux de surface, justement ? Bon, Monsieur le ministre, dans son discours à la Chambre des conseillers, a donné un chiffre il a parlé, je crois, de 1,5 million de mètres cubes par jour. Mais je pense que ce n'est pas le fond du problème. Parce que, en tout cas, l'évaporation est plus importante quand les barrages sont pleins. Quand ils sont vides, il y a moins d'évaporation. Al-Massira, il n'y a plus rien, donc il n'y a rien à évaporer. Donc, ce chiffre, je ne sais pas quelle est son importance. Bien, effectivement, ça a une importance, mais ça, on n'y peut rien. Dans tous les barrages du monde, enfin, il y a de l'évaporation. On ne va pas commencer à couvrir les barrages par des filets ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment le fond du problème. Le fond du problème, c'est la faiblesse des précipitations qui a occasionné une faiblesse des écoulements dans les rivières et donc une baisse des stocks qui est arrivé à un stade vraiment critique. Si on enlève les bassins du nord, dans les bassins du centre et du sud, bon, il n'y a rien. Et l'impact est énorme en ce qui concerne notamment l'agriculture irriguée, les grands périmètres irrigués qui sont alimentés à partir des barrages. On va y venir tout à l'heure, justement, de l'agriculture. On va y venir tout à l'heure. Monsieur Abdi, quelles sont aujourd'hui les mesures d'urgence qui sont mises en place pour faire face à la situation ? Tout d'abord, permettez-moi de rebondir sur cet aspect de température, d'augmentation de température, parce que on commence à ressentir les effets du changement climatique, la réduction de la pluie et l'augmentation de la température. Effectivement, il y a un grand impact sur les retenues de barrage parce que l'évaporation elle est corrélée à la surface, mais actuellement, tous les barrages ils ont une surface
très réduite, mais la profondeur d'eau, elle est aussi minime. Donc, l'eau contenue au niveau de nos retenues, il chauffe rapidement. Elle commence par... C'est pour cela, monsieur le ministre a insisté sur ce point. Et aussi sur le processus hydrologique. Alors, ces apports enregistrés au niveau de barrage, c'est tout un cycle hydrologique et la température, c'est un paramètre très important. Parce que même au niveau de plan végétation, quand on a une augmentation de température, on a les besoins en eau de culture qui augmentent. Donc les demandes en eau d'irrigation qui augmentent aussi. Alors pour revenir sur les mesures d'urgence, donc jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a plusieurs réunions, soit au niveau local ou au niveau central, pour mettre en place une panoplie de mesures qui sont déjà décidées, des mesures qui sont en cours, notamment la mise en place des stations de dessalement, parce que actuellement les ressources conventionnelles, on a ce qu'on a, mais sur le plan ressources non conventionnelles, c'est pour l'amélioration de la résilience. Donc, à titre d'exemple, à la date d'aujourd'hui, on a 15 stations de dessalement avec une capacité de 192 qui est opérationnelle. Et on a 5 stations de dessalement en cours de réalisation avec une capacité de 135. Et parmi deux qui sont en cours de réalisation par l'OCP. Et ces 2 stations qui vont desservir 2 principaux villes, Jadida et Safi, et ils vont vraiment réduire l'impact sur le barrage de Massira qui connaît un taux de remplissage très bas. Et dans le futur, il y a 16 stations de dessalement qui sont programmées avec une capacité de traitement ou de production qui avoisine 1 milliard de mètres cubes. Donc, en parallèle de ces projets structurants, il y a la sensibilisation, bien sûr, parce qu'il y a un circulaire du ministère de l'Intérieur pour envisager une multitude de mesures pour l'économie de l'eau. Il y a des projets de barrages, mais malheureusement, il y a des barrages qui ont été déjà mis en service, mais n'ont pas atteint le niveau d'exploitation à cause des apports qui sont réduits. Et il y a les projets de transfert d'eau, principalement le nouveau projet de transfert depuis le barrage de Garde vers le barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah, qui a vraiment sauvé la situation parce qu'on arrive à transférer à la date d'aujourd'hui à peu près 130 millions de mètres cubes et qui ont vraiment, parce que la saturation du système lié à barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah qui dessert la ville, principalement la ville de Rabat, Salé, jusqu'à le nord de Casablanca, était prévu pour septembre 2023. Actuellement, la saturation, on a pu heureusement prolonger la saturation du système grâce à ce projet de transfert. Vraiment, pour nous, au niveau du département de l'eau, c'est parmi les mesures phares qui ont sauvé la situation et ont permis même de réduire la pression sur le barrage de Massira. Comme vous savez, actuellement, il y a une interconnexion entre Casa Nord et Casa Sud. On est à un débit de 1,9 m3/s et c'est pour soulager le barrage de Massira qui dessert la Casa Nord et même Stas, Barchid, Jadida et Asfi. Très bien, merci à vous pour donc toutes ces mesures. Monsieur Lamrani, vous voulez Oui, pour les mesures, je sur pense les qu'il faut propos distinguer 2 choses dans les mesures. Il y a les mesures d'urgence pour sauver l'année, pour sauver vraiment cette année, que ce soit au niveau agricole ou au niveau potable. Et là, il y a eu une circulaire du ministère de l'Intérieur. Il y a les gouverneurs dans certaines provinces ont sorti aussi des circulaires qui définissent un certain nombre de restrictions déjà à l'avance, notamment en matière d'arrosage des espaces publics, de type de culture, etc. Et il y a aussi les mesures donc, pour pouvoir rattraper, pour résoudre la problématique de gap entre l'offre qu'il y a et la demande. Enfin, ça, c'est des projets beaucoup plus structurants. Alors, pour les mesures d'urgence,
on ne peut que se réjouir de ces circulaires qui sont sortis soit au niveau national, soit au niveau local. Mais on se pose la question sur leur application. Quand on interdit l'arrosage des espaces verts et que le lendemain on se balade dans les villes, on voit qu'il y a encore les jardiniers qui arrosent à gueule bée avec les tuyaux, le remplissage des piscines, etc. Tout ça, c'est de bonnes mesures, mais d'où l'importance justement de l'opérationnalisation de ces mesures. Oui. Le contrôle des prélèvements dans les nappes, oui, c'est une bonne chose, mais bon, il faut mettre les moyens pour pouvoir contrôler les nappes. Là aussi, c'est une bonne mesure qui est décrétée, mais encore faut-il avoir le dispositif institutionnel et logistique pour pouvoir la mettre en œuvre. Alors, pour les mesures, disons, structurantes à long terme, il y a deux volets. Il y a l'amélioration de l'offre et la diminution de la demande pour pouvoir revenir à l'équilibre. Donc, pour l'amélioration de l'offre, le gouvernement, à chaque fois, il répète les 3 axes, donc la poursuite de la politique de la construction des barrages, le dessalement et la réutilisation des eaux usées upérées. Pour les 2 derniers, je pense qu'on est obligé maintenant, pour l'eau potable, on est obligé de passer au dessalement et la réutilisation des eaux usées pour les espaces verts. Pour la poursuite de l'accélération, comme il est dit, dans l'accélération de la construction de barrages, je pense que là, on est un peu, dans notre groupe, on est un petit peu sceptique sur la pertinence dans certains bassins. Dans les bassins du Nord, il y a encore parce qu'il faut enlever de l'esprit comme quoi un barrage crée de la ressource. Le dessalement crée de la ressource nouvelle. Le barrage ne crée pas de la ressource. Il ne fait que stocker la ressource dans un endroit. Et si c'est dans des bassins où l'eau ne va plus à la mer, si on la stocke ici, on ne la donne plus ailleurs. Si on la prend à l'amont, elle ne sera plus disponible à l'aval. Donc là, on se pose des questions sur la pertinence de la poursuite de la construction de barrages, que ce soit grand ou petit, dans des bassins où on est en circuit fermé. Dès si on rattrape, on stocke l'eau d'un coin, dans un site, c'est probablement au détriment soit d'une nappe, soit d'un autre périmètre qui se situe en aval. Là, vraiment, c'est une question. Par contre, pour le dessalement, pour l'eau potable, nous pensons que on est en tout cas obligé d'y aller. Le coût est ce qu'il est. Il faudrait voir comment répartir ce coût entre les contribuables à travers le budget et les usagers. La réutilisation des eaux usées, oui, là aussi, mais ça représente une petite partie par rapport à la demande globale. Le dessalement, c'est 1 milliard et quelques, les eaux usées, c'est 600 millions, alors que la demande, c'est 20 milliards. Donc, si on ajoute dessalement plus réutilisation des eaux usées, on est peut-être à 2 milliards au maximum, alors que la demande globale, si on prend l'irrigation et l'eau potable, c'est à l'horizon 2050, tel qu'ils l'ont prévu au niveau du ministère, c'est 20 milliards. Donc 2 milliards sur 20 milliards, il y a 18 milliards encore. Et là, il y a la grande problématique des périmètres irrigués par les barrages qui sont actuellement dans la situation actuelle, où ils sont en arrêt d'irrigation depuis 3 ans. En dehors du Ralbe et du Loukos au nord, les autres périmètres sont en arrêt d'irrigation depuis 3 ans. Et là, il y a un impact important sur les agriculteurs. D'une certaine manière, c'est les ruraux, les agriculteurs qui se sont sacrifiés pour que nous, dans les villes, on soit alimentés correctement. Puisqu'on parle maintenant de ces agriculteurs, Monsieur Lamarani, est-ce qu'on peut encore sauver cette année agricole? Et pour reparler de ces précipitations qui sont en baisse, est-ce qu'il est encore possible de rattraper le retard pour cette année, en tout cas? Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais je connais, personnellement, j'ai discuté avec certains agriculteurs dans la région de Rabat, qui m'ont dit comme quoi c'est rattrapable pour les céréales dans certaines régions. Est-ce qu'on est dans une situation où il faut privilégier aujourd'hui certaines cultures et en oublier d'autres? Est-ce qu'on peut faire face à certains choix difficiles? Là, il faut 2 choses. Il y a les zones pluviales qui ne sont pas irriguées. Bon, c'est à vocation céréales, légumineuses et un peu d'arboriculture. Donc là, c'est une situation à part. Alors, votre question, je pense, s'adresse beaucoup plus à l'irrigation. Comment
essayer de changer de modèle d'irrigation. On a beaucoup réfléchi à cette question parce que tout le monde maintenant parle des cultures gourmandes en eau. Il faut les abolir, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela, il faut que les agriculteurs fassent ceci, il ne faut pas qu'ils fassent cela. Nous, on pense que ce n'est pas le bon point d'entrée. Le contrôle, d'abord, sur le plan logistique, c'est très compliqué à chaque fois d'aller fouiner dans les exploitations des agriculteurs pour voir est-ce qu'ils font du melon, de la pastèque, de la luzerne ou autre chose. Et même si on leur interdit de faire de la pastèque, ils peuvent la remplacer par une culture beaucoup plus gourmande en eau. Par exemple, la luzerne pour alimenter le bétail ou pour la vendre en foin sur le marché. Elle consomme 2 à 3 fois plus que la pastèque. Donc l'eau qu'il n'a pas utilisée pour la pastèque, il va la réutiliser pour autre chose. Donc le bon point d'entrée, c'est la ressource, c'est le contrôle de la ressource et non pas le contrôle de la culture. Il faut contrôler les extensions de superficie irriguée. Il ne faut pas qu'on continue à étendre indéfiniment l'irrigation parce que ça crée une demande supplémentaire qui n'est pas supportable. Mais dans ce qui existe, il faut contrôler beaucoup plus la ressource que la culture. Et c'est-à-dire donner des quotas aux agriculteurs qui ont des puits ou autres, ou qui irriguent à partir des barrages, des quotas, 4 000 m3 hectares ou 5 000 m3 hectares. Et c'est à lui de choisir. Il peut irriguer une culture gourmande, mais sur une toute petite superficie, comme il peut cultiver une culture moins gourmande, mais sur une plus grande superficie. Donc le point d'entrée, c'est le contrôle de la ressource et non pas le contrôle de la nature de la culture. Tout à fait, donc le contrôle de la ressource qui est aujourd'hui important. Madame Houria Tazi Sadiq, notre rapport à l'eau doit donc changer en matière d'irrigation, mais aussi en matière de comportement. Comment cela peut se faire, vous qui êtes juriste, comment on peut s'y prendre ? En écoutant les deux intervenants, je pense que tous les auditeurs et les auditrices ont dû comprendre que la question n'est pas simple et qu'elle est d'une très grande complexité. Je pense que, comme on le répète toujours dans notre association, il y a d'abord des actions sur le plan technologique. Je pense que de ce point de vue-là, on ne peut que se féliciter de la diversification des solutions qui ont été retenues par notre pays. Je pense qu'on aurait pu faire ça un peu avant. Bon, aujourd'hui c'est fait. Nous allons vers une série de solutions techniques, les unes plus coûteuses que d'autres, mais globalement, on adapte, si vous voulez, on adapte ce genre de solution à la nécessité d'augmenter l'offre. Bon, maintenant, la deuxième série de questions qui sont nécessaires, il y a 3 piliers quand on réfléchit sur la question de l'eau de manière essentielle. Il y a la question des données. Quelles sont les données ? Mais les données ne sont pas que le nombre de mètres cubes. Les données, c'est un secteur beaucoup plus large. D'abord, quels sont les besoins, quelles sont les demandes, sur le plan social, qu'est-ce que ça suppose, et donc avoir une approche plus globale de la notion de données. Parce que pour monter un projet, le réaliser et le réussir et le rendre pérenne, la question des données est essentielle. Et le troisième pilier, eh bien, ce sont les questions législatives et institutionnelles. Alors, pour les données, Monsieur le ministre a annoncé qu'il y avait un travail qui allait démarrer pour actualiser les données, mais j'en appelle à ceux qui vont travailler sur ces données pour avoir une vision globale et plus élargie qui donne réellement une vue claire qui permette de faire face réellement à la question de l'offre et de l'équilibre avec la demande. La question juridique, bon, nous avons des textes. Le dernier texte, c'est le 3615. Bon, c'est une loi qui est très correcte. Nous avons une gestion par bassin hydrographique, c'est très bon.
La question qui s'était posée toutes ces années, c'est le manque de coordination entre les acteurs. Parce qu'en préalable, il faudrait essentialiser la question de l'eau au niveau de chaque ministère, au niveau de chaque département ministériel et au niveau de chaque opérateur. Parce que les opérateurs, il y a ceux qui gèrent le service, mais il y a les usagers. Et parmi les usagers, il y a ceux qui n'utilisent pas beaucoup d'eau, mais il y a ceux dont le mode de production compte sur la question de l'eau pour pouvoir, si vous voulez, produire ce qu'ils décident de produire. Donc, la question de la coordination est très importante. Aujourd'hui, il y a un projet qui est sur la table avec deux régions expérimentales où on va avoir une structure qui va coordonner la question de l'eau, disons la gestion d'une manière générale, au niveau de la région. C'est une très bonne décision. Maintenant, c'est une décision qu'il va falloir mettre en œuvre, qui va demander beaucoup de temps, qui va demander des énergies, qui va enlever un certain nombre de pouvoirs à certains et les rendre ailleurs, etc. Donc tout cela doit se faire de manière pacifique. Alors quelle est la gouvernance qui va gérer tout ça? Et là, je reviens à mon dada, à la question pour laquelle je pense avoir mis beaucoup de temps et réfléchir suffisamment, mais on n'a jamais assez réfléchi parce que la question de l'eau est une question, si elle est récurrente, elle est toujours en évolution. Eh bien, nous sommes aujourd'hui au stade où, tant mieux, nous avons bien travaillé sur la question de l'offre. Maintenant, c'est comment faire, comment distribuer cette eau, comment la préserver. Et il ne faut pas qu'on tombe, parce qu'il y a le dessalement, qu'on retombe dans les travers du gaspillage et de la pollution. Maintenant, il y a aussi des petites choses à faire. Il faut aller chercher à chaque fois où il y a des perditions d'eau et remédier à cela. Par exemple, je sais qu'il y a des canalisations, des kilomètres et des kilomètres de canalisation où l'eau potable, je dis bien l'eau potable, est perdue en cours de route. Bon, tout cela, on ne peut plus se permettre d'avoir toutes ces pertes d'eau. Nous sommes au stade où chaque goutte d'eau a de la valeur. Chaque goutte d'eau de la valeur. Donc, au-delà de tout ce que je viens de dire, parce que très difficile de donner une vision complète et définitive et exhaustive en peu de temps, mais essayons de dire l'essentiel. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas un secteur qui ne devrait pas se sentir concerné. Tous les secteurs donc touchés par cette pénurie d'eau et cette crise qu'on traverse aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, le chantier est difficile et complexe en matière notamment de distribution d'eau. Monsieur Abdi, comment le gouvernement envisage-t-il de rationaliser l'utilisation de l'eau dans l'agriculture, justement? Effectivement, comme vous savez, au niveau de la gestion de l'eau au Maroc, il y a le développement de l'offre et la gestion de la demande. Quand on parle de la gestion de la demande, c'est principalement les économies de l'eau et le partage rationnel entre tous les usages. Donc, il y a plusieurs efforts en termes de réduction des pertes, que ce soit au niveau de canaux de transport, et c'est l'objectif au niveau de plan national de l'eau potable et de l'irrigation 2027. Donc, il y a toute une composante dédiée à l'économie de l'eau, que ce soit au niveau transport ou au niveau distribution. Combien ça coûterait, par exemple, un mètre cube d'eau qui est transporté d'un endroit à l'autre? Ça dépend, parce que vraiment, cette question elle est un peu spécifique d'un projet à l'autre. Parce que le projet il est doté de pompage, il est gravitaire, donc ressortir un chiffre, c'est vraiment spécifique et aussi dépend de la disponibilité de la source. Est-ce que c'est eau souterraine, eau de barrage ou de dessalement? Donc les chiffres sont variables. Alors sur le plan gouvernance de l'eau,
Actuellement, on a plusieurs volets de gouvernance. Et dans la situation critique actuelle, on a vraiment tous les secteurs, toutes les parties prenantes sont là-dedans. Mobilisés et on a le comité national de l'eau, on a les comités régionaux qui sont présidés par les gouverneurs et qui se réunissent chaque jour vraiment sur le plan, par exemple au niveau du bassin d'Omarbe. Il y a toute une organisation et des comités qui sont mobilisés juste pour le contrôle de transport de l'eau au niveau des canaux. Donc la police de l'eau, même l'autorité locale, elle est mobilisée pour vraiment veiller que ce transport d'eau au niveau des ouvrages soit le plus sûr, le plus rationnel et le plus équitable entre tous les usages. Tout à fait. Donc, revenons à ces stations de dessalement. Tout à l'heure, Monsieur Lamrani, vous parliez... Mais avant le dessalement, je voudrais revenir à la question de la gestion de la demande en eau, qui est vraiment une question importante, parallèlement à l'amélioration de l'offre, notamment par le dessalement et par les barrages. Il y a surtout, tout le monde dit qu'il faut maintenant, disons, bien sûr, poursuivre un peu l'offre tant que faire se peut, mais surtout gestion de la demande qui veut dire réduction des consommations. Alors, depuis longtemps, c'est sur la table. Déjà, le discours royal à l'ouverture du Conseil supérieur de l'eau et du climat en 2001, c'était vraiment l'orientation principale, c'était l'inflexion vers la gestion de la demande. Le dernier discours de 2014 à l'ouverture du Parlement, la gestion de la demande, le contrôle des nappes. Le ministre, dans son dernier discours au niveau de la Chambre des conseillers, il a dit textuellement, il est important de focaliser sur la demande. Très bien, tout le monde le dit, et on commence à le dire de plus en plus, nous on le dit aussi, mais sur le terrain, ça se traduit par certaines actions qui ne sont pas suffisantes. Pourquoi ? Parce que la gestion de la demande, il y a la partie investissement qui est beaucoup plus acceptable par les populations, parce que, surtout quand elles sont subventionnées, les incitations pour pouvoir faire du goutte à goutte. Entre parenthèses, pour le goutte à goutte, tout le monde pense que effectivement, ça fait de l'économie de l'eau, mais quand ça concerne une superficie qui ne s'étend pas. Mais quand on fait du goutte à goutte et en même temps, en étend la superficie, on n'économise rien, sinon au contraire, on consomme beaucoup plus. Si on ne fixe pas un quota d'eau, alors je reviens à cette histoire de quota, encore de prélèvement, si on ne fixe pas un quota, on a beau encourager le goutte à goutte, ça va aller dans le sens de l'augmentation de la consommation. Alors pourquoi et en plus, dans la gestion de la demande, il n'y a pas simplement ce côté investissement dans l'amélioration de l'efficience, il y a des mesures de gouvernance, qu'a rappelé Mme Tazi, notamment en matière des eaux souterraines qui sont dans un état catastrophique. On parle d'un déficit de 25%, d'un chiffre dont on en parle depuis 15 ans. Maintenant, le gap doit être énorme entre la ressource renouvelable et les prélèvements actuellement. Et là, c'est l'anarchie. Même le ministre l'a dit. Même dans le discours royal, il a parlé des prélèvements anarchiques, qu'il faut mettre fin aux prélèvements anarchiques. Bon, ça reste sur les paroles, mais il faut agir. Et pour agir, pour la gestion de la demande, ça a des implications. Les populations acceptent plus la construction d'un barrage parce qu'ils ne paient rien et en plus ils ont un ouvrage, plutôt que des restrictions de diminution des prélèvements. Donc politiquement et socialement, la gestion de la demande est beaucoup plus complexe et ça nécessite une volonté politique importante. Et il faut y aller. Il faut y aller, notamment en matière de contrôle des prélèvements. Et là, le rôle des agences de bassin est primordial. Malheureusement, leurs moyens, que ce soit en moyens humains ou en moyens logistiques, sont très insuffisants par rapport à la tâche qui leur est impartie. Et là, il y a quelque chose à faire. Au lieu peut-être qu'on peut faire un peu d'économie sur les investissements en hard pour pouvoir les retransmettre sur le soft, pour pouvoir mieux contrer les prélèvements. Tout à fait, Madame Houria Tazi, vous voulez rebondir sur des propos de Monsieur Lamrani ? Complètement. Merci de me donner la parole et de me demander de rebondir. Je pense que c'est bien
d'avoir des projets coûteux. Mais moi, très modestement, je pense qu'on devrait institutionnaliser et mettre dans la loi de finances des moyens suffisants de communication. Il ne faut pas sous-estimer la communication, du tout. Et en même temps, mettre des moyens dans les contrôles. Les contrôles pas forcément punitifs, mais même des contrôles d'orientation. Et aider les gens à comprendre pourquoi il ne faut pas gaspiller l'eau. Je pense ça se fait. Mais là, on a besoin de généraliser, on a besoin d'institutionnaliser et on a besoin d'aller vite. Ce sont trois choses très importantes. Justement, cela viendrait en appui à la circulaire de monsieur le ministre et des décisions que devront prendre au niveau local les walis et les gouverneurs. Il faut trouver un système de communication, pas par les agences de communication, adapté à notre pays. Nous en avons les moyens, nous savons faire, mais il faut le mobiliser à cette fin. Parce que je vais vous le dire, ça va vous paraître simple, mais quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Absolument pas de vie sans eau, d'où cette ressource rare qu'il faut aujourd'hui protéger. On retiendra donc, selon vous, que la communication est importante et qu'il faut l'adapter à notre pays. Monsieur Abdi, je me tourne vers vous pour un dernier mot parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission. Un dernier message. Oui. Pour nos téléspectateurs. Enchaîner sur cet aspect de sensibilisation. Effectivement, la sensibilisation est très importante, même dans la mise en place des projets de mobilisation. Je pense qu'on est en face d'un compromis à faire entre la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire aussi. Parce que tous nos agriculteurs sont conscients actuellement par la conjoncture, mais les prix de denrées alimentaires au niveau du marché, à cause de la pénurie d'eau, ne cesse d'augmenter. Donc, agir directement sur l'aspect activité agricole et imposer des réductions, soit prélèvement à partir des eaux souterraines, c'est un peu difficile dans le contexte actuel. Vous parlez des quotas dont parlait tout à l'heure M. Lamrani, oui, c'est ça? Oui. Donc c'est un peu... Mais déjà, au niveau des agences de bassin, quand monsieur a parlé, on a déjà instauré quand on appelle la gestion participative et les contrats de nappe. Donc les contrats de nappe consistent à une gestion rationnelle, principalement la réduction des prélèvements et la réduction des surexploitations des nappes. Donc le système de quotas a été déjà adopté grâce à l'autorisation de creusement des puits. Au niveau de des agences de bassin hydraulique, on accorde des autorisations pour 5 hectares avec un débit limité à prélever de 2 litres par seconde. Donc c'est une limitation pour contrôler les prélèvements et contrôler même les cultures à adopter. Parce que quand on accorde un débit limité, donc on impose à l'agriculteur de pratiquer des cultures vraiment spécifiques et moins consommatrices d'eau. Merci à vous, Monsieur Younous Abdi. Je rappelle que vous êtes chef de service de gestion de l'eau à la Direction générale de l'hydraulique au ministère de l'Équipement et de l'eau. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous également, Monsieur Hassan Damrani. Je rappelle que vous êtes consultant en irrigation et gestion de ressources. Vous êtes également fondateur du think tank Think Water et vous êtes également co-auteur du livre blanc sur les ressources en eau au Maroc. C'était un plaisir de vous avoir. Tout le plaisir pour moi aussi. Merci à vous, Madame Houliat Sadiq. Vous êtes avocate, experte en droit de l'eau, présidente à la Coalition marocaine pour l'eau et gouverneure au Conseil mondial de l'eau, également auteur du livre de l'eau au Maroc et ailleurs. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. On arrive donc au terme de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Merci à vous.